Bonsoir à tous. Je vous dis tout de suite, je suis un peu stressée. C'est la première fois que je fais cette conférence. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais une conférence devant autant de personnes. Je suis très honorée d'avoir été choisie pour vous parler de la prise en charge du chaton orphelin. Et je vais vraiment vous présenter à la fois mon expérience de famille d'accueil biberonneuse et quand même quelques bases théoriques un peu plus pointu, mais ça va être très pratico-pratique. Mon objectif aujourd'hui, c'est que, en sortant de cette conférence, si je vous donne un chaton de 3 jours à vous occuper, vous sachiez le faire directement, quoi. C'est mon challenge. Là, vous voyez passer ma souris. Ok, c'est parti. Alors déjà, qui suis-je ? Je suis vétérinaire, j'ai fait après l'école un diplôme d'école en anesthésie et analgésie. Et ensuite, je suis partie en pratique féline exclusive. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait de la pratique généraliste, mais uniquement avec les chats, pour finalement me réorienter un petit peu, en tout cas arrêter la pratique et partir en tant qu'indépendante. J'ai plusieurs activités, mais mon activité principale, c'est de créer du contenu sur le bien-être du chat et sur la santé. Et je parle particulièrement au grand public, donc aux propriétaires de chats sur Insta. N'hésitez pas à me suivre, bien sûr. Et donc, depuis 2023, donc ça fait 2 ans, et donc j'ai eu 2 portées par an à m'occuper. Je suis aussi famille d'accueil biberonneuse parce que je suis en télétravail et j'avais envie un peu de pratiquer différemment, un peu de me challenger et de revoir des chats, en l'occurrence des chatons parce que c'est les plus mignons. Et donc, je me suis inscrite dans une asso chez moi et je récupère des chatons quand c'est la saison qui arrive très bientôt. D'ailleurs, on a même des chatons qui commencent à arriver. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chatons, en tout cas les chats, le chat c'est une espèce nidicole, c'est-à-dire que les chatons naissent immatures. Quand ils naissent, ils sont aveugles, sourds, ça se développe après pendant la croissance. Et ils sont également incapables de réguler leur température corporelle et donc ça les rend complètement dépendants de leur mère pour l'alimentation et la protection dans les 2 premiers mois de leur vie. Ils ont également un système immunitaire qui est sous-développé quand ils sont tout petits et ça les rend très sensibles aux infections et surtout dans les contextes de refuge ou dans les milieux stressants. Alors on a deux problématiques dans l'accueil du chaton orphelin. Déjà, la première, c'est que quand on trouve un chaton, est-ce qu'il est vraiment orphelin ? Et ça, c'est un petit fléau, on va dire, parce que les gens, par méconnaissance, ils vont avoir tendance à ramasser le chaton parce qu'il est là, ils l'ont trouvé dans leur abri-bois ou que sais-je, et en fait, il s'avère que c'est une portée de chatons qui avait l'air bien portante, c'était des chatons qui étaient en train de dormir, et puis ça allait, quoi. Donc, c'était potentiellement une portée qui avait une maman en train de s'en occuper, qui était partie chasser ou qui était en train d'observer de loin. Donc, on fait attention. Est-ce que le chaton est vraiment en détresse ? S'il est en détresse, c'est par exemple quand on a les chatons en train de pleurer, s'époumoner en plein soleil sur le bord de la route. Là, effectivement, on a une urgence, un chaton en détresse à récupérer. Mais il y a certains cas où on aurait pu les laisser auprès de leur mère parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une maman. Ensuite, la deuxième problématique, c'est que les chatons orphelins, vous allez voir, ils demandent quand même pas mal de soins réguliers sur une journée, à une fréquence assez intense, surtout quand ils sont tout petits. Et si on ramène un chaton de 3 jours dans un refuge ou à la fourrière, ils n'auront ni les moyens matériels ni les moyens humains de s'occuper de ces chatons de façon intensive. Donc, ce sont les familles d'accueil à ce moment-là qui entrent en jeu et qui sont primordiales dans la prise en charge
des tout petits. Être famille d'accueil, c'est accueillir temporairement des chatons ou des chats afin de les mettre en sécurité et qu'ils puissent recevoir les soins adaptés dont ils ont besoin dans le but d'être adoptés. Et du coup, un chaton recueilli, c'est une euthanasie évitée, un allègement de la charge des refuges, une nouvelle vie hors de la rue qui l'attend et de futures naissances empêchées, parce qu'évidemment, le but quand un chaton rentre en association ou en refuge, etc., c'est qu'il soit stérilisé quand il a l'âge adapté. L'avantage d'être famille d'accueil dans une association, c'est que normalement, vous ne déboursez rien de votre poche, parce que effectivement, ça peut quand même coûter de l'argent de récupérer des chatons comme ça. C'est l'association qui prend en charge les frais médicaux, les frais d'entretien aussi avec tout le matériel, etc., et la nourriture. Donc c'est quand même intéressant, vous récupérez des chatons chez vous, mais vous n'avez pas tous les frais qui vont avec. Ensuite, si vous n'avez encore jamais été famille d'accueil, c'est vrai que souvent on me dit « Ah oui, j'aimerais bien, mais j'ai peur de trop m'y attacher et de le garder. » Donc c'est vrai qu'il y a tout un côté attachement émotionnel, étant donné que c'est l'animal le plus mignon de la Terre. Mais en fait, quand on se lance dans le sauvetage de chats, il faut aussi se dire qu'on est juste le lien, le passage entre récupérer un chaton de la rue qui va potentiellement mourir d'ici 2 ans, et on est le passage vers sa super vie dans une super famille qui pourra s'en occuper. Donc, en tout cas, moi, ça me permet de m'en détacher un peu. Mon objectif, c'est d'en sauver plus qu'une portée. Donc, je me dis, si je vais être capable d'en récupérer plus, je ne peux pas tous les garder, sinon je ne pourrais pas les récupérer chez moi. Donc, vu que j'ai déjà 3 chats, j'ai le droit à 0 chat en plus. Voilà. Mais bon, c'est pas facile, et c'est de plus en plus facile finalement au fur et à mesure des adoptions. Alors c'est parti. La première partie, ça va être assez chronologique, c'est-à-dire que la première partie, c'est les nouveau-nés, de la naissance au sevrage, comment on s'en occupe. Après, je ferai du sevrage à l'adoption. Et la troisième partie, ça sera plutôt les soins, comment voir si le chaton va moins bien. Mais voilà, ça sera normalement facile à suivre. Donc, première étape, on récupère un chaton. Bien sûr, bon, parfois on le sait, mais souvent on ne le sait pas. On va essayer de déterminer quand est-ce qu'il est né. Et pour ça, on va avoir plein d'indicateurs qui nous permettent de le savoir. Déjà, les nouveau-nés. Les nouveau-nés, ils ont toujours un morceau de cordon ombilical qui est attaché à l'ombilic. Donc, dans les 3 premiers jours, vous aurez un bout de cordon séché qui va se détacher tout seul. Ensuite, les nouveau-nés, ils ont aussi les yeux encore fermés. Excusez-moi. J'ai trop soif. Pardon. Et donc, la première semaine, vous aurez des chatons qui ont les yeux fermés, donc jusqu'à à peu près 8-10 jours. Et vous allez voir, au bout d'un moment, les yeux s'ouvrent tout doucement. Et ça nous indique qu'on arrive à la première semaine. Voilà. Ensuite, on a un autre super indicateur au bout de 15 jours qui pointe le bout de son nez, ce sont les dents. Les dents, donc ça commence d'abord par les incisives qui émergent à partir de 2 semaines, entre 2 et 3 semaines, donc en haut, en bas. Ensuite, on aura les canines entre 3 et 4 semaines. Et les prémolaires, donc plutôt à partir de 1 mois. Et ça va être très très important au moment du sevrage. On en reparle tout à l'heure. Après, je vous ai mis aussi les infos sur l'apparition des dents définitives, parce que ça pourrait arriver aussi que vous récupériez des chatons de cet âge-là. Et donc avec une émergence des dents définitives à partir entre 3 et 6 mois globalement. Ça peut permettre d'être un peu plus précis sur
l'âge du chaton, tout simplement. En autre indicateur, on a le poids. Mais on va se méfier du poids dans notre contexte et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez ici, vous avez des belles courbes de croissance qui sont sorties. Et c'est intéressant pour le chaton qui va bien. Mais dans notre contexte où on a un chaton qui a potentiellement pas mangé depuis quelques heures, depuis quelques jours, ou dont la mère était déjà mal nourrie et qui avait un lait pas assez riche, ou voilà. Dans plein de conditions, on pourrait observer un retard de croissance. Et dans notre cas, il faut, en fait, un truc qui pourra vous aider dans votre pratique, c'est un chaton à la naissance, ça fait environ 100 grammes et ça gagne 100 grammes toutes les semaines. Du coup, c'est très facile de se dire, bon, 100 grammes, c'est la première semaine, 200 grammes la deuxième, 300 grammes la troisième. Mais en fait, on peut récupérer très bien un chaton de 300 grammes. Et en fait, il a déjà toutes ses prémolaires et en fait, il a 5 semaines et on n'est pas du tout sur une prise en charge de 3 semaines. Donc voilà, 2 semaines, ça peut être déjà hyper important dans la prise en charge et du coup, il faut rester le plus précis possible. Donc le poids, c'est bien, mais à confronter à tous les autres éléments. Et surtout si le chaton a l'air bien portant ou un peu maigrichon. Et enfin, on a d'autres indicateurs qui sont un peu plus approximatifs. Le chaton est né avec les oreilles un petit peu pliées, donc elles se déplient vers 3 semaines. Il commence à marcher et plus ramper comme un crapaud entre 2-3 semaines. À partir de 4 semaines, il commence à jouer, à capter un peu mieux ses petits jeux et à explorer. Et à partir de 5 semaines, on a une vraie coordination qui se met en place, où le chaton il commence à courir, un peu grimper et tout ça. Alors maintenant, comment on va préparer notre nurserie et notre petit nid douillet pour le chaton? Alors, entre 0 et 3 semaines, on a vraiment des nouveau-nés qui ne vont pas beaucoup se déplacer et donc on n'est pas obligé d'avoir un parc ou une pièce immense dédiée. Voilà, vraiment un chaton de 0 à 2-3 semaines, il peut loger dans un bac de rangement. Bon, assez grand quand même, puis ça dépend combien ils sont. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut trouver un espace assez limité qui va vous permettre d'être facilement nettoyable, de le garder propre, et qui sera aussi facile à chauffer sans trop de déperdition de chaleur, parce qu'on va voir juste après que c'est super important de les garder au chaud. Vous pouvez utiliser une cage pour les nacs, vous pouvez utiliser un grand bac de rangement, un petit parc comme ça, les parcs pliables. Il y a aussi les grosses cages que les éleveurs ils utilisent en expo. Je ne sais pas si vous voyez, ça peut servir de nid. Évidemment, il va falloir aussi faire le stock de plaids et de serviettes. N'hésitez pas, les chez Action. On fait le stock pour pouvoir bien nettoyer ça et les remplacer tout le temps. Ensuite, quelle source de chaleur on va utiliser? Je vous rappelle, le chaton, il régule très mal sa température dans le premier mois. Et donc, il va lui falloir une source de chaleur en continu à des températures qui vont varier en fonction de la croissance. Donc, je vous présente la meilleure bouillotte de tous les temps, la Snuggle Safe, qui, pour le coup, va permettre de vraiment chauffer pendant facilement 6 heures. Je crois que c'est 6 à 8 heures, et du coup, c'est super. Vraiment, les bouillottes à eau, ça pourra faire aussi l'affaire, mais en fait, ce qu'on n'a pas envie, c'est que la température fasse trop j'allais en dire d'aller-venu, mais non, qu'il y ait trop de variations de température, voilà, merci. Et donc, on va chercher une source qui est quand même assez fiable et assez stable. Le tapis chauffant, ça pourrait marcher aussi, mais ça mérite une grosse surveillance. Enfin, j'aurais vraiment peur de cramer les chatons sans m'en rendre compte. Enfin, vraiment, voilà. Et pareil pour la lampe chauffante, vous savez, les grosses lampes rouges qu'on peut utiliser en hospice et tout, pour la laisser comme ça, c'est moins safe.
Donc par rapport aux températures en fait, du nid, au début, on va vraiment avoir quelque chose d'assez chaud, entre 32 et 34 degrés la première semaine. Et en fait, on peut diminuer jusqu'à 3 semaines, jusqu'à 24-27. Mais ça, en pratique, vous n'allez pas être dans votre nid là à prendre la température du nid. Donc ça va plus se faire sur la position de la source de chaleur dans le nid. C'est-à-dire qu'au début, elle pourra être très centrale. Au bout d'un moment, vous pourrez mettre la source de chaleur dans un coin et laisser le chaton aller où il veut dans son nid pour se mettre ou pas au chaud. Et en dernier, vous pouvez aussi ajouter, surtout si le chaton il est vraiment tout seul, orphelin, vous pouvez rajouter une peluche. Et il y a même des peluches qui ont un petit moteur à l'intérieur où vous pouvez avoir un rythme cardiaque artificielle et vous pouvez mettre une petite bouillotte dedans, donc la peluche elle chauffe et tout. Bon, c'est accessoire mais intéressant, moi, je trouve. Donc voilà, vous voyez ma nurserie qui est un peu dans la salle KGB. Mais bon, j'ai mon espace dédié et j'ai une pièce dédiée à ça que j'ai pu améliorer au fur et à mesure. Du coup, j'ai carrément rajouté des meubles. Enfin, ma table, elle est indispensable pour le biberonnage, c'est trop pratique. Dans ma commode, j'ai tous mes plaids, des coussins, des peluches, des bouillottes, des alaises. J'ai aussi tous mes bacs avec la nourriture, un bac avec de quoi faire des soins, etc. Et après, j'ai le matériel pour le parc, le sevrage, la litière, etc. Voilà, donc maintenant qu'on a un petit nid douillet, on va récupérer les chatons et vu qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on va faire une quarantaine parce que on n'est pas du tout sûr de leur statut sanitaire, à la fois aux chatons, mais à la fois si vous avez déjà des chats à la maison, comme le chaton est assez fragile d'un point de vue immunitaire, on n'a pas envie que nos chats leur donnent quoi que ce soit parce que chez le chat, notamment pour le coryza, etc., ils peuvent être porteurs asymptomatiques et quand même contaminer des chatons. Donc on fait très attention dans cette période de 15 jours. Et voilà, comment faire une quarantaine? Clairement, le mieux c'est d'avoir une séparation physique entre les chats. Donc une pièce dédiée pour les chatons, ça serait le mieux. On dédie également du matériel spécifiquement pour le chaton qui sera à la fin nettoyé, etc. Mais histoire de ne pas tout croiser. Bien sûr, l'hygiène des mains, super important. On se lave les mains avant d'aller voir les chatons et après. Un truc qu'on oublie un peu, mais les poignées de porte, c'est dégueu. Donc on les lave de temps en temps. Si jamais vos chatons sont au sol en pleine quarantaine, n'hésitez pas à mettre des chaussures exprès pour cette pièce-là, histoire de ne pas tout disperser dans votre logement. Et bien sûr, on évite les contacts directs avec les autres chats du foyer. Et on évite les échanges de matériel type litière et gamelle. Maintenant, un truc qui arrive très souvent aussi, c'est de les récupérer plein de puces. Et comment on fait pour enlever les puces d'un chaton de 100 grammes? On n'a pas trop de solutions. Donc, ce qui est pas mal, c'est la solution mécanique avec un petit traitement insecticide, mais on ne peut pas donner des pipettes conventionnelles parce que c'est souvent à partir de 8 semaines ou à partir de 500 grammes. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est un bain. Et pour faire un bain à un chaton, on fait super attention parce qu'encore une fois, ils sont très sensibles à la température et un bain, ça peut faire refroidir très vite. Donc faites très attention au choc thermique. Vous pouvez mettre de l'eau dans votre lavabo, par exemple dans la salle de bain, et vous pouvez partir de 40-38 degrés. En vrai, c'est une température, vous ne serez pas obligé non plus de tremper le thermomètre, mais c'est une température où, dans votre main, vous devez être vraiment confortable, c'est-à-dire que vous devez ressentir aucun froid, et ça sera utile aussi pour la chaleur, la température du lait. Et il ne faut pas non plus que vous sentez brûlé. Il faut ressentir vraiment cette température de confort. Et le problème, c'est que ça refroidit très vite dans le lavabo, donc il faut quand même se bouger. Comment on fait
Vous voyez, le chaton, là, il a des petits numéros sur lui. En fait, c'est juste que pour gérer un peu les puces et être sûr d'en enlever le plus possible, ce que vous pouvez faire, c'est shampouiner le cou tout autour du chaton. Comme ça, vous allez empêcher les puces de traverser, soit d'aller du corps vers la tête, soit de la tête vers le corps. Parce qu'en fait, on ne va pas trop mouiller la tête. Du coup, vous allez laisser toutes ces puces emprisonnées sur le corps et vous allez pouvoir baigner le chaton en deux et le shampouiner. Là, en quelques minutes, vous allez voir les puces tomber dans l'eau noyée. Et voilà, on est très content. Et pour la tête, ce que vous pouvez faire pour éviter de mettre plein d'eau dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche et tout, c'est prendre un gant humide, mais pareil, pas froid, à température, et l'appliquer voilà, sur les poils. Essayer de retirer les dernières puces qui traînent par là. Et c'est pas grave s'il en reste. Ensuite, quatrième étape, super important, sécher le plus vite possible le chaton, qu'il ait vraiment le poil sec, assez rapidement. Et le mettre dans un nouveau nid propre. Alors, il faut bien prévoir, avant de faire le bain, de prévoir le nid propre. Vous avez un nid sale, entre guillemets, là où vous les avez récupérés, un nid propre, parce qu'on n'a pas envie de récupérer les puces. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, on prend le temps de sécher. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux s'ils n'ont pas trop peur. N'hésitez pas aussi à préchauffer votre salle de bain pour qu'il fasse vraiment chaud dans la pièce. C'est super important. Et bien prévoir de mettre la bouillotte et la source de chaleur aussi dans le nouveau nid propre. Et voilà, si vous avez plusieurs chatons, ben on refait la démarche. Il faut re-remplir son lavabo, etc. parce que l'eau, elle sera déjà super froide. Et voilà, c'est vraiment super important de gérer la température. Ensuite, vous attendez qu'ils soient remis de leur bain. Donc au pire, ça peut attendre un peu pour le spray. Et attendez qu'ils soient bien secs aussi. Et pour le spray, donc c'est du spray anti-puce classique, fipronil, que vous pouvez utiliser sur le chaton, il n'y a que ça. Ce que vous pouvez faire, parce qu'en fait, il faudrait mettre qu'un pchit, et c'est très... En fait, c'est plein d'alcool, ce genre de spray, donc ça sèche super vite quand on le met, et on n'a pas le temps d'en mettre partout sur le chaton, et donc les puces, elles ont bien compris qu'il y a des safe zones sur le corps. Si vous voulez être plus sûr d'en mettre partout, n'hésitez pas à mettre du spray sur un coton ou une compresse et à frictionner le chaton avec ça, ce sera plus sûr. Et même si vous voyez encore des puces 2-3 jours après, c'est normal, ça fait effet, et rajoutez pas plus de spray pour pas non plus surdoser le chaton. Maintenant, la pesée. Donc encore un indicateur super important. Vous allez peser tout le temps. Un chaton, au quotidien, ça prend entre 7 et 14 grammes à peu près. Et le poids, à partir du moment où il stagne ou, encore pire, il diminue, c'est vraiment... Là, il faut faire sonner la sonnette d'alarme, hein, vraiment. On va faire super attention au poids. Donc, vous voyez, moi, je note tous mes poids sur ma petite ardoise. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup parce que... Enfin, c'est rempli, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de poids par jour parce qu'ils étaient déjà assez grands. Mais quand je biberonne 6 fois par jour, bah, j'ai mes 6 poids avant et après repas pour voir en fait s'ils prennent bien. Et je préfère l'indicateur poids plutôt qu'à l'indicateur graduation sur le biberon parce que c'est beaucoup plus précis pour savoir si le chaton a bien pris son repas ou pas. Vous avez le poids avant et après, il a pris 10 grammes, il a super bien bu, on est content. Bien sûr, on fait aussi attention au choc thermique. Donc les balances les plus précises, c'est la balance de cuisine. C'est aussi très pratique pour faire de la pâtisserie quand c'est hors période de chaton. Hein, donc n'hésitez pas, ça coûte pas très cher une balance de cuisine et au moins on est précis au gramme près. Et voilà, on fait attention au choc thermique. Donc n'hésitez pas à installer une petite boîte avec une petite couverture ou quelque chose qui les isole de la fraîcheur de la balance. Et en fait, une fois que mon ardoise elle est pleine, je reporte tout sur une courbe et ça nous fait une belle courbe de croissance. Donc vous avez vu hein, en même temps la vidéo. Là, ils sont, voilà, 5 semaines, ils sont déjà en mode, bon, on a marre de ce truc, ils veulent s'échapper. Allez, maintenant on passe au biberonnage.
Donc évidemment, on utilise un lait maternisé adapté parce que le lait de vache, c'est pour les bébés vaches. Donc on utilise un lait maternisé pour chatons de préférence. Et on regarde bien les instructions parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes instructions de dilution, etc. Et la plupart du temps, il faut repréparer le lait à chaque biberon. Et dans le lait Lactadiet, pour le lait Lactadiet, ce n'est pas le cas. On peut le conserver jusqu'à 24 heures au frigo. Donc c'est très cool parce que ça fait moins de pertes, on en jette moins à chaque biberon. Donc c'est assez intéressant. Pour ce qui est de la température du lait, on va également le chauffer. On ne donne jamais du lait froid. Donc pareil, on vise 36-38. Voilà, vous allez faire comme de jeunes parents pour évaluer la température du lait. Vous allez en mettre un peu sur l'intérieur de votre poignet. Faites goûter. Et pareil, la sensation, c'est si vous sentez que c'est froid, c'est que c'est trop froid. Si c'est brûlant, c'est que c'est trop chaud. Et si c'est agréable, confortable, c'est à bonne température. Donc pour réchauffer le lait, le mieux, c'est au chaud biberon, donc au bain-marie. Et faites très attention si vous le faites au micro-ondes parce que ça peut chauffer beaucoup trop vite. Au micro-ondes, il faut rester devant le micro-ondes et faire 4 secondes et arrêter, quoi. Donc voilà, et aussi pensez bien quand vous faites chauffer au bain-marie, ça va chauffer que l'extérieur de votre biberon au début, donc bien homogénéisé comme ça, là. Comme les darons, comme ça, voilà, vous faites ça. Et voilà, et là c'est là que vous testez votre température. Très très important qu'il soit toujours chaud, et voilà, je vous ai mis la petite source qui indique ce tableau. Et ce tableau, c'est la fréquence et la quantité à laquelle on peut nourrir le chaton en fonction de son âge. Donc encore une fois, super important de savoir dater la naissance d'un chaton parce que, évidemment, ils n'auront pas la même capacité de l'estomac. La capacité de l'estomac, d'ailleurs, c'est 4 ml pour 100 grammes à peu près. Et on ne va jamais donner autant que la capacité de l'estomac. Le but, ce n'est pas de les remplir complètement, pas du tout. Donc, en fait, les chatons, ils prendront au besoin. S'ils tètent bien, il n'y a pas de souci. Ces quantités, elles sont intéressantes à savoir quand le chaton, il ne tète plus et qu'il faut le sonder et le réalimenter avec assistance, pour surtout pas trop en donner. Et pareil, je vous ai barré toutes les 2 heures parce qu'il s'avère que dans les dernières recommandations des Américains, ils se rendent compte que, surtout pour la nuit, qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller se réveiller et réveiller les chatons toutes les 2 heures. Il vaut mieux attendre qu'ils se réveillent. Et parfois, la nuit, ils peuvent facilement dormir 4 ou 5 heures. Donc, je préserve votre sommeil en vous disant ça, vraiment. Donc, voilà. Du coup, ça dépendra vraiment de votre configuration de pièce chaton ou pas, mais le mieux finalement, c'est de pouvoir dormir avec eux, d'avoir le nid pas loin de vous pour les entendre se réveiller en fait. Moi, en tout cas, c'est pas possible pour moi, donc je vais voir comment faire, peut-être avec un système de caméra et tout, mais là, c'est très feeling, hein. C'est vraiment feeling, là. Bon courage. Mais voilà, c'est des fréquences indicatives. En journée, ils sont quand même un peu plus, avec la lumière et tout, ils sont quand même un peu plus actifs. Donc ouais, pourquoi pas 2-3 heures. Mais bon, la nuit, on peut mettre plus longtemps. Voilà, j'ai fini mon laïus. Donc là, vous avez une petite vidéo. En même temps que je vais parler, vous allez pouvoir regarder. C'est que des accrochages, décrochages de biberons pour vous montrer qu'ils tètent tous différemment. Et il n'y a pas de technique meilleure que d'autres. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je présente un peu la tétine sur le côté de la bouche et je leur tiens un petit peu la tête pour les orienter. Et d'un coup, la tétine, elle rentre dans les bouches et tac, arrimage, on est bon. Mais des fois, ils sont très excités, des fois, ils ne veulent pas prendre. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et ils sont vraiment tous différents. Et vous voyez, quand ils s'arrêtent, en fait, tout simplement, vous allez les voir arrêter de téter. Genre, il y a plein d'air qui se met à rentrer dans le biberon parce qu'ils ont relâché la pression sur la tétine. Et ils se mettent à mâchouiller et tout. Et là, c'est que c'est fini. Souvent, ils se décrochent tout seuls, c'est assez facile.
Et vous voyez là, les petites oreilles qui bougent, c'est vraiment, là c'est parfait. Là, on est bien. Là, il y a un bon réflexe, on est sûr qu'il boit. Pour être sûr qu'il boit aussi, quand c'est pas si flagrant, n'hésitez pas à poser votre doigt sur l'œsophage, en fait, et comme ça, vous sentirez passer les gorgées. Ça peut être assez rassurant, surtout au début. Et aussi au début, très très important, les premiers biberons, c'est pas facile. Hein. Les chatons, ils ont pas... C'est pas naturel pour eux, un biberon, une tétine comme ça. Donc, ne pas hésiter à retenter. Voilà. Au tout début, toutes les demi-heures, vous revenez avec votre lait, vous faites un peu goûter le lait. Trop mignon. Vous faites... voilà. Il faut réessayer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Faut pas hésiter à leur mettre juste une petite goutte dans la bouche pour qu'ils se disent « Ah, ok, l'odeur de la tétine, le lait », qu'ils fassent un petit lien entre tout ça. Et surtout, ne jamais forcer le chaton à boire, c'est-à-dire que vous avez vos biberons, mais il ne faut surtout pas appuyer dessus, parce qu'en fait, le gros risque, là, à ce moment-là, c'est la fausse route. Et on ne veut surtout pas qu'il y ait du lait qui rentre dans les poumons, parce que là, vous doutez bien que ce n'est pas terrible. Donc du coup, pareil, la position adaptée, c'est sur le ventre, en tout cas debout sur le ventre comme ça, et jamais sur le dos, parce que pareil, sur le dos, c'est un gros risque de fausse route. Et pareil, pour les premières tétées, parfois, il faut tester plusieurs tétines, plusieurs systèmes. Donc, bon, je vous invite à vous équiper un peu si jamais vous voulez faire ça régulièrement, parce que ça dépend aussi de la préférence du chaton. Ensuite, une autre grande étape autour du biberonnage, c'est de stimuler à éliminer, parce que normalement, c'est la maman chat qui fait ça en léchant les fesses de ses chatons, mais il va falloir le faire à la main. Donc, jusqu'à 3-4 semaines, en fait, on stimule les chatons en frottant la zone périanale et la zone génitale pour qu'ils fassent pipi. Et une fois par jour, des selles. Et parce qu'en plus, eux-mêmes, ils ne savent pas faire leur toilette, il faut aussi les garder propres. Donc, ne pas hésiter à essuyer la bouche après le biberon et les fesses aussi. Et moi, ce que j'utilise, mes deux plus précieux équipements, mes mouchoirs et mon papier toilette humide. Les mouchoirs, c'est très pratique parce que c'est blanc, donc vous allez pouvoir voir la couleur des urines. La couleur des urines normales, c'est vraiment très clair, voire transparence. Enfin, c'est vraiment pas jaune, et à partir du moment où c'est jaune, c'est pas normal. C'est potentiellement déshydratation, hémolyse, enfin voilà. Et pour la couleur des selles d'un chaton qui boit du lait, c'est jaune moutarde. Et bonne consistance moulée, pourquoi pas un peu pâteuse, voilà, ça, normal. Et donc là, ma petite technique, mais je vous en parlerai après, c'est qu'à partir du moment, à 3 semaines, quand je mets une litière, je les stimule au-dessus de la litière, parce que je me dis que ça les aide un peu à se dire « Ah, c'est par ici, il y a une odeur et tout ». Mais j'en parle après. Voilà, donc là, vous êtes capable de vous occuper des nouveau-nés. Bravo. Maintenant, on passe au sevrage, notre grande étape. Donc, à partir du sevrage, vous vous souvenez, ils vont avoir 4-5 semaines, même à partir de 3 semaines, si vous les sentez vraiment à l'étroit dans leur petit nid, vous pouvez les passer en parc ou carrément dans une petite pièce, voilà, s'il n'y a pas de parc. Et donc, pour organiser le parc, voilà, vous mettez la zone du repas d'un côté avec l'eau, la litière d'un autre côté, des couchages, des jouets. Et ça va être le début de la transition alimentaire. Moi, je mets aussi des alaises sous ces plaids parce que, malgré la litière, il y a des loupés et je tiens à mon parquet. Donc le sevrage. C'est une phase hyper critique du développement du chaton qui s'étend entre 4 et 8 semaines. À ce moment-là, on passe du lait à l'aliment solide. Je vous ai remis la petite diapo.
en fait, c'est au moment où les prémolaires sont là qu'on peut se dire qu'il va réussir à manger son aliment et qu'on va pouvoir commencer à l'introduire, l'aliment solide. Dans la nature, comment ça se passe le sevrage? En fait, c'est la maman qui va apporter des proies affaiblies au chaton vers la 4e semaine et comme ça, elle fait découvrir la chasse. Ils vont pouvoir jouer avec cette proie affaiblie. Ils commencent à mastiquer aussi comme ça et puis ils regardent leur maman faire. Et en parallèle, elle poursuit l'allaitement. Donc pendant le sevrage aussi, on poursuit le biberon à la demande du chaton. Et ils avanceront pas tous au même rythme et ils n'arriveront pas tous à manger en même temps. Mais nous, on n'est pas une maman chat. Donc comment on fait? Donc là, vous avez une petite vidéo de chatons qui mangent de la pâtée mélangée à du lait. Ça peut être intéressant de mélanger au début parce qu'ils connaissent l'odeur du lait, mais le reste, ça ne leur dit rien du tout. Donc pour les faire commencer à manger dans une gamelle, mettre du lait dans une petite gamelle assez peu profonde, ça peut être pas mal. Les croquettes, bien sûr, à volonté, à dispo à partir de ce moment-là. Ils vont marcher dedans, ils vont en mettre partout, mais c'est pas très grave. Et l'eau, c'est pareil. Le temps qu'ils comprennent, ils vont beaucoup marcher dedans, mettre la tête dedans. Donc il faut que ce soit assez peu profond pour la gamelle d'eau. On n'a pas envie qu'ils se noient dedans. Mais c'est à partir de ce moment-là que le parc n'est pas du tout propre. Ils font vraiment n'importe quoi, les chatons. Donc, ce qui peut être très utile aussi pour la transition, c'est d'utiliser un aliment humide de type mousse parce que ça sera plus simple pour le chaton déjà à avaler, à goûter. Donc, vous pouvez, s'il ne comprend pas la gamelle directement, vous pouvez lui donner à la cuillère ou sur votre doigt ou juste lui en mettre un petit peu sur les babines pour qu'il commence à goûter. Vous pouvez en mélanger un petit peu dans le biberon. Voilà. Le but, c'est qu'il se familiarise à ce goût-là et qu'il associe petit à petit la prise alimentaire tout seul. Les problèmes fréquents au moment du sevrage, ça va être... en fait, il y a certains chatons du coup, qui sont un peu matrixés par le biberon et qui se mettent à téter la nourriture. Et du coup, là, on peut se dire « Oh, mais c'est bon, il se jette sur la pâtée, tout va bien et tout. » En fait, il ne mange rien, juste il tète. Donc là, on fait évidemment bien attention au suivi du poids. Un autre problème aussi, c'est qu'il y en a qui ne captent rien sur la gamelle. Genre, bon, je préfère le biberon, donc je ne comprends rien à ce truc. Donc pareil, avec un peu de temps, en mettant du lait dans ces gamelles, on va les habituer. Et évidemment, le fait de changer d'aliment, d'introduire un nouvel aliment, on risque les troubles digestifs, notamment la diarrhée. Donc on va y aller doucement et suivre tout ça. Oh, ça charge. Internet ? Donc en fait, à partir de 3 semaines, vous avez les chatons qui commencent à faire pipi tout seuls, par-ci, par-là. Donc ne pas hésiter à ce moment-là à mettre un tout petit bac à litière avec du substrat végétal, type Cat's Best, voilà. Vraiment le best. Parce qu'en fait, si vous mettez des grains, des graviers qui sont trop sablonneux ou trop petits, ils risquent de les manger. Enfin, ils mettent le nez dedans, ça se colle au nez. C'est vraiment pas pratique. Au moins, le végétal avec des assez gros grains, c'est plus facile pour moi à nettoyer et pour eux plus safe. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais au début de la vidéo, c'est tellement surpeuplé dans la litière qu'il y en a une qui fait à côté, mais elle y était presque. Et en fait, ils comprennent très très vite. Là, ils ont, je pense, 4 semaines, là, 5 semaines. Ils grattent un petit peu et tout. Enfin, vraiment, la litière, ça s'apprend très facilement. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je les stimule au-dessus de la litière à partir du moment où ils en ont une. Pourquoi pas, je laisse un petit mouchoir avec du pipi dans la litière pour qu'ils associent l'odeur. Et tout naturellement, ils finissent par y aller tout le temps. Et très tôt, c'est très étonnant. Donc là, c'est ma petite routine chaton au moment où je change le parc. Ah, je refais mon ardoise.
Voilà, donc il y en a certains qui prennent encore du biberon. Elle n'en veut plus, lui non plus, ne veut pas de biberon. Donc là, je les sors du parc, le temps de tout changer. Ils commencent à jouer, ils commencent à rencontrer mes chats adultes. Et donc, je mets aussi des grandes chaussettes, même quand il fait très chaud, parce que les chatons, ça fait super mal quand ça vous grimpe au mollet, là. Et du coup, c'est ma protection anti-griffes acérées des chatons. Et je commence aussi à les manipuler, à les habituer. De toute façon, ils sont super habitués, ils sont biberonnés, mais à interagir avec eux. Ils sont super contents d'explorer. Ils se faufilent partout. Ensuite, l'éducation, comment ça se passe normalement? Un chaton, ça observe beaucoup sa maman et ça comprend vite les choses en observant. Elle leur montre à jouer, sans faire mal aussi. Ça, c'est aussi très bien dans la fratrie d'avoir des chatons qui sont frères et sœurs. C'est super important pour les autocontrôles de la morsure notamment. Elle les apprend à chasser, à utiliser la litière, à sauter, à grimper, à faire leurs griffes, à marquer, à réagir aussi en fonction des situations. Elle apprend tout, quoi. Mais on n'est pas des mamans-chats. Et donc, comment on éduque un chaton orphelin? Mais en fait, à partir de 4-5 semaines, donc l'âge que vous avez vu dans la petite vidéo routine, ils vont être beaucoup plus sensibles à leur environnement, à explorer, très curieux. Et nous, on va essayer de conserver cette curiosité naïve qu'ils ont dans le monde et leur apprendre plein de choses et que ça reste le plus positif possible. Parce que ça va vraiment déterminer ce qu'ils vont être en tant qu'adultes et leur comportement quand ils seront adultes. Et parfois, vous aurez des gens, même beaucoup de gens vous diront « Il est super peureux, mon chat. Je suis sûre qu'il a été maltraité ou battu dans son jeune âge. » Mais en fait, il a peut-être juste été sous-sociabilisé, tout simplement. Et ça rend les chats assez craintifs plus tard. Donc nous, on va essayer de les sociabiliser au max. Et pour ça, première étape, ne jamais jouer avec les mains et même pas faire je vais vous voir faire ça là. Non, on ne fait pas ça parce que vraiment le chat, en tout cas en l'occurrence le chaton, il est super mignon au début et tout, mais au fur et à mesure il va associer vos mains à une proie, parce qu'un chat c'est un chasseur. Et dans le jeu, le chat, il chasse. Donc on va faire super attention de lui donner les bons réflexes dès le départ et de toujours jouer à distance avec les chatons. Donc vous prenez des cannes à pêche, des plumeaux, des ficelles, on s'en fout. Vous ne leur laissez pas à dispo par contre après parce qu'ils vont s'enrouler dedans. Mais vraiment, vos mains, elles sont censées être les mains qui les ont biberonnées. Donc déjà de base, elles sont super positives pour les chatons. Et après, c'est juste pour les caresses, pour les manips et tout. Mais vraiment, si de base, ils associent jamais vos mains au jeu, ça fera des chatons qui ne vont jamais mordre leur propriétaire. Aussi super important pour les jeux, les morsures et tout, c'est la fratrie à ne surtout pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'entre eux, les chatons, ils vont beaucoup se bagarrer, même tout le temps se bagarrer. Il faut les laisser faire, même s'ils crient et tout. Parce qu'ils vont vraiment comprendre l'impact de leur morsure sur les autres et pas sur vous. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, si vous récupérez un chaton qui est complètement orphelin tout seul, des fois, il faut vraiment se dire « Ah, peut-être que j'en cherche un autre d'un âge assez similaire pour justement qu'il puisse récupérer tout ce côté-là de jouer avec un chaton de son âge et se bagarrer et tout ça. » Ensuite, on va développer l'éveil du chaton. Donc, c'est ce que je disais, on va essayer de lui montrer des expériences diverses et variées, pas hésiter à mettre la télé, mettre des émissions totalement différentes, des vidéos sur YouTube, des bruits de ville, de chatons, d'oiseaux, on n'en sait rien. Leur faire découvrir des choses comme ça, de façon très positive ou complètement neutre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est
recevoir de la visite chez vous. Vous faites venir d'autres personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui vont les manipuler en douceur ou pas, ils vont entendre des voix différentes. N'hésitez pas aussi à utiliser des jouets qui font des bruits différents parce que comme ça, ils vont s'habituer à ces sons également. Ça fait des chats qui n'auront pas peur de leurs jouets plus tard. Et après, par rapport aux autres espèces, là, c'est en fonction de ce que vous avez sous la main. Mais s'ils peuvent découvrir les chiens, c'est bien. Et oui, je n'ai pas parlé aussi des chats adultes, mais pour moi aussi, c'est super important d'avoir un chat, au moins un à la maison, qui apprennent les codes plutôt de la communication, style la mise à distance, qui fasse comprendre aux chatons qu'il y a d'autres façons de communiquer. Et c'est pas parce que l'adulte il va feuler et mettre des claques au chaton que c'est mauvais. Au contraire, il va pouvoir aussi lui apprendre à comprendre. En fait, un chat, tout simplement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de feuler dessus non plus. Ça va servir à rien, ils ne vont pas comprendre. Ensuite, n'hésitez pas à les habituer aux manipulations. Vous qui savez faire des examens cliniques, n'hésitez pas à faire des petits examens cliniques sur vos chatons pour les habituer à ça. Également, vous pouvez les habituer à la brosse. Vous pouvez utiliser des récompenses pour ça et des trucs qui marchent super bien. Vous pouvez leur apprendre des petits tours. Il y a des chatons, j'arrive à 2 mois à leur apprendre à faire assis, donne la patte en 5 minutes. Et voilà, c'est toutes ces expériences qui feront que ces chatons ils seront bien dans leur peau à l'adoption. Et évidemment, comment se détacher, n'hésitez pas à vous détacher quand même, parce qu'en fait, ça aurait été très intensif les premières semaines, le biberon et tout, ils auront connu que vous, ils seront super attachés à vous, mais n'hésitez pas à les habituer à partir de chez vous. Vous avez votre vie, vous pouvez vivre aussi. Les moments d'absence, c'est aussi super important, que le chaton réussisse à s'occuper tout seul, sans être perdu, super important. Là, on a plein de vidéos, surtout pour vous montrer les bagarres des chatons. Tout à gauche, sur la caméra de surveillance, ils sont 5 à faire la Java à 23h30. Et mes autres chats, en fait, pour les chats adultes, pour éviter qu'il y ait trop de stress entre tous ces chats, faut vraiment que les chats adultes ils aient aussi moyen de se mettre à l'écart des chatons. Les chatons, au début, par exemple, ils ne vont pas pouvoir grimper trop haut. Et il ne faut pas hésiter à leur donner plein d'espace en hauteur, des espaces pour qu'ils puissent aller se cacher et vraiment se mettre en retrait des chatons s'ils n'ont pas envie de les voir. Au milieu, vous avez une vidéo, c'est 2 chatons qui ont 2 semaines d'écart. Donc il y a quand même une grosse différence de taille déjà, mais pareil, je les ai récupérés orphelins tous les 2. Et je suis contente de les avoir eus tous les 2 parce que vraiment, ils ont pu se bagarrer bien comme il faut là. Et donc tout à droite, c'est juste les chatons avec ma minette qui est tout en haut et qui les observe et qui ne veut pas descendre. Voilà. Suite de la cohabitation. Donc là, en beige, c'est Marius. C'est vraiment le plus sociable avec les chatons. Donc c'est le premier que j'ai introduit. Et quand la quarantaine est finie, évidemment, je le fais rentrer dans la pièce. Et du coup, ils peuvent se voir, se sentir, sans forcément avoir de contact au début. Ça permet d'aider au premier contact. Surtout pour mes adultes, en fait, c'est presque eux qui ont le plus de mal à s'adapter à chaque fois à ces nouveaux petits chatons. Et vous voyez, au milieu, ils se mettent à beaucoup observer, les adultes, finalement. Et dans la vidéo de droite, on va la revoir. Mais on a Litchi en gris qui feule, voilà, là. Et en fait, il le met à distance et le chaton, il a compris. Il s'en va. Mais il ne s'est rien passé de plus, quoi. Chill, c'est ma place au soleil. Voilà. Encore un peu de vidéo. À gauche, là, vous avez Marius qui lèche le chaton, mais je trouve que c'est pas... Là, ça doit être un signe de mise à distance, genre je te lèche, mais dégage. Et du coup, vu que le chaton, il comprend rien, il le... Voilà. On n'est vraiment pas des chats, on ne peut pas tout comprendre, hein, mais je les laisse faire, ils font leur petite vie. Et à droite, vous avez juste une séance bronzette collective au soleil, et c'est juste trop mignon. Mais pareil,
par observation, en fait, je trouve que les adultes sont très très forts pour leur montrer la vie, quoi. Trop mimes. Allez. Donc là, vous avez vraiment un visuel de ce qui est possible de faire en pratique, et on est tous capables de faire ça, vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Mais il arrive parfois que vous rencontriez des problèmes avec les chatons, et en fait, il faut réagir vite parce que ça reste quand même des petits êtres très fragiles. Et comment faire pour les repérer, ces signes anormaux? On va le voir tout de suite. Donc déjà, vous allez les suivre au quotidien de toute façon. Donc un chaton en bonne santé, il est actif, il est alerte, il répond à son environnement quand on interagit avec lui. Et les signes anormaux, au contraire, c'est plutôt la léthargie, le regard vitreux, le chaton ne réagit pas, il ne se déplace plus, il ne tient pas bien sa tête, il a des plaies, des croûtes, des écoulements anormaux, des bruits respiratoires anormaux et tout autre changement de comportement que vous aurez observé. Premier suivi, encore une fois, primordial, c'est le suivi du poids. Là, vous voyez une autre de mes portées, où on observe très bien, déjà celle qui est tout en bas, la courbe en bleu clair, on voit très bien que de base, elle n'est jamais vraiment partie en croissance et que sa vie s'est arrêtée malheureusement à cause d'une maladie. Et du coup, là, j'étais alertée depuis très longtemps. C'était du sauvetage, soins intensifs et tout, mais je n'ai pas réussi à la sauver malheureusement. Et pour la courbe en bleu foncé, c'était un chaton qui a eu la diarrhée très très tôt. J'ai toujours réussi à le maintenir. Et à un moment donné, vous voyez, la courbe se met à stagner, le poids se met à stagner. Et pareil, il est décédé, malheureusement. En quelques jours, tout peut basculer, quoi. C'était pour vous montrer ça. Les crottes, super important. Les selles normales du chaton allaité, on les a vues, mais là vous avez une photo. J'ai réussi à trouver une photo, incroyable. Il faudrait que j'en prenne. Donc c'est cette couleur-là et cette consistance moulée mais pâteuse. Voilà. Au moins là vous voyez bien. Et là à côté, vous avez en marron les selles de chaton sevrées. Et à partir du moment où ça a une autre couleur, c'est pas normal. Et déjà la couleur peut nous indiquer un petit peu, nous donner des hypothèses sur ce que c'est. Mais bon, vous allez comprendre que c'est jamais, on ne va jamais pousser le diagnostic sur les chatons. On va surtout essayer de gérer un symptôme, de le rééquilibrer. Et voilà. Mais voilà, si c'est verdâtre, c'est plutôt infectieux. Si c'est beige, c'est plutôt qui digère mal. Rouge, il y a du sang. Noir aussi, ça dépend de la localisation dans le tube digestif. Et quand c'est mucoïde, c'est plutôt parasitaire. En tout cas, là c'est une question d'expérience, mais les symptômes avec lesquels je me suis le plus battue, c'est ceux-là. La diarrhée et la constipation. Donc la diarrhée, c'est presque plus alarmant que la constipation. C'est très dangereux parce que le chaton peut se déshydrater très très vite. Donc là, pas trop de choix et pour agir, mais on essaye les probiotiques, la smectite. On se pose aussi la question du lait. Est-ce que le lait qu'on est en train de donner est vraiment facile à digérer? On peut essayer de changer pour voir. Mais bon, toute transition, encore une fois, peut créer plus de troubles. Donc, c'est jamais facile de prendre la décision et sachez que vous serez toujours... vous pourrez... N'hésitez pas à consulter, je ne sais pas dans quel asso vous serez ou si c'est avec l'asso de l'école. Vous êtes dans un cadre vétérinaire, donc vous ne manquez pas de vétérinaire pour vous aider. Dès que vous avez un problème, demandez de l'aide vraiment. Vous pouvez aussi mettre un peu de smectite dans le biberon, mais si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, après, on fait quoi? Donc, ce n'est pas évident, vraiment pas. N'hésitez pas à vous faire accompagner là-dedans. Pour la constipation, normalement, un chaton, il fait caca une fois par jour. Donc, si on n'a pas de selle, au-delà des 24 heures, ce n'est pas normal. N'hésitez pas à passer plus de temps à stimuler parce que parfois, c'est juste ça. On va trop vite et on n'attend pas que le chaton prenne le temps de pousser et tout ça. N'hésitez pas aussi à masser l'abdomen.
Voilà, ça fait un peu remède de grand-mère, mais l'eau épars peut aider à fluidifier un peu. Donc un biberon par jour à l'eau épars, pourquoi pas. Vous pouvez aussi tenter de baigner un peu les fesses du chaton dans l'eau tiède avec des petits massages, avec une stimulation pour aider à faire des crottes. Et si au bout de 2 jours, il n'y a toujours pas de selle, normalement on fait appel, on consulte et vous pouvez faire un coup de laxatif, mais vraiment une goutte. Enfin, voilà, c'est des micro-chats, donc c'est des micro-doses. Et il ne faut pas non plus abuser des laxatifs parce qu'après on revient à la première case diarrhée et on n'est pas mieux, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à regarder ce webinaire de 3 heures sur les crottes de chaton de Kitten Lady, il est incroyable. Voilà, je ne vais pas en parler 3 heures. Ensuite, en anomalie, sur les chatons, on a les 3 H. Donc voilà, on va faire surtout des soins de soutien. Mais ce qu'on va surveiller en premier, c'est l'hypothermie, la déshydratation et l'hypoglycémie. Ça, en pratique, ça va être, enfin, chez vous, ça va être un peu plus dur à envisager, mais faut se dire que ça existe, quoi. Donc la température corporelle du chaton, elle augmente en fonction des semaines. Donc n'hésitez pas à avoir votre thermomètre spécial chaton dans votre nurserie. Et donc avant 2 semaines, le chaton, il a environ 35-37 degrés. Ensuite, 2-3 semaines, il peut monter jusqu'à 38. Et à partir de 4 semaines, on part sur des températures normales de chat adulte. Donc, comment on gère l'hypothermie? Donc, l'hypothermie, c'est quand on a une température rectale qui passe en dessous des 34,4 degrés. C'est très précis. Et en fait, ce qu'on risque avec une hypothermie, c'est vraiment que l'organisme se mette au ralenti, se mette en pause, et c'est ultra dangereux. Alors, le chaton, il se met à avoir des difficultés à respirer. Le système immunitaire, il est altéré. On peut avoir un chaton bradycarde. Le transit ralentit, voire s'arrête. Ça peut créer un iléus aussi. Et surtout, dans le tube digestif, on peut avoir de la fermentation et la prolifération bactérienne. Donc c'est vraiment très mauvais quand le chaton baisse en température. Et s'il est hypotherme, on ne peut surtout pas le nourrir parce que ça ne va que accentuer ses problèmes vu que le transit n'est pas normal. Il ne faut surtout pas le gaver dans un sens. Et ça augmente le risque de fausse route. Donc comment on va faire? On va réchauffer doucement, donc pendant 2-3 heures, jusqu'à obtenir une température rectale normale, à 38 max. Et il faut faire attention à ne pas réchauffer trop rapidement parce que c'est pareil, on peut entraîner plein d'autres problèmes si on réchauffe trop vite, comme la déshydratation, l'hypoxie et les troubles cardiovasculaires. Donc l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir cette couveuse à 900 €, mais on n'y est pas. Donc on fait comme on peut, encore une fois. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on voit bien? Oh non! Bon, là, c'est un petit livre qui s'appelle The Cat de Susan Little. Mais voilà, n'hésitez pas toujours à... Enfin, moi, la première, je fais ça. En fait, je suis loin de tout connaître de toutes les maladies du chaton. Mais à partir du moment où il déclare un symptôme, je vais chercher dans mes bouquins qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Donc moi, mon but, c'est pas de vous présenter toutes les maladies, justement. Et donc pour la déshydratation, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Notamment en cas de diarrhée, parce que c'est le plus fréquent, ce qu'on peut faire, c'est une perfusion sous-cutanée. Peut-être que vous pouvez faire ça chez vous, je ne sais pas. Donc pour la perfusion sous-cutanée, on utilise du Ringer lactate. On peut faire 30 ml par kilo. Et par contre, si vraiment on a une forte déshydratation, donc on a vraiment les muqueuses du chaton qui sont sèches, qui sont pâles, qu'on le sent vraiment pas bien du tout, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à consulter, à l'hospitaliser, à le mettre un cathéter ou un cathéter intraosseux pour les plus petits chatons. Mais voilà, c'est assez grave. Ça mérite une prise en charge d'urgence. L'hypoglycémie maintenant, c'est quand on a une glycémie en dessous des 50 mg par décilitre. Donc ça va être en pratique chez vous très difficile à mettre en évidence. On n'a pas tous un glucomètre à la maison. Mais on peut le suspecter dans certains cas, s'il y a des vomissements, de la diarrhée, le sepsis, là c'est vraiment le chaton,
il est au plus mal. Si on a une hypothermie ou si le chaton il se met carrément à plus manger, ce sont des signes intéressants. Ce qui est commun en fait chez le nouveau-né, c'est l'hypoglycémie parce que la fonction hépatique elle n'est pas encore mature et il épuise rapidement ses réserves en glycogène. Donc ce qu'on essaye en cas d'hypoglycémie, c'est déjà d'avoir un chaton à la bonne température, encore une fois, on le réhydrate et après on peut donner du glucose par voie orale, mais en pratique, faut le renourrir, quoi. Et donc, s'il ne mange pas par lui-même, on peut faire un sondage orogastrique. C'est très facile de sonder un chaton par la bouche avec une sonde tant qu'il n'a pas ses dents. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous faire accompagner les premières fois, mais après, ça peut tout à fait bien se faire à la maison, un sondage orogastrique de chaton. L'immunité, et oui, en fait, un chaton, et ça, on va en parler juste après, donc je ne vais pas trop spoiler Antinéa, mais en fait, le chaton, à la naissance, dans les 18 premières heures de sa vie, il va avoir le système digestif perméable au passage des anticorps maternels. Et ces anticorps, elles sont présentes dans le colostrum, donc le premier lait de la mère, et c'est vraiment primordial que ce chaton il ait accès à ce colostrum et qu'il puisse boire du lait dans les premières heures. Sauf que dans notre contexte de chaton trouvé dehors, on n'est même pas sûr qu'il ait bu ce colostrum, on ne sait pas ce qu'est devenu la mère, peut-être qu'elle est décédée à la mise bas, qu'elle a eu un accident, etc. Et donc ça s'appelle un échec de transfert de l'immunité passive. Et ce qui peut arriver, c'est que le chaton, dans ses 4 premières de vie, il soit quasiment pas protégé contre tout type d'infection et du coup qu'il soit encore plus sensible aux infections type respiratoire avec les virus du coryza, type infection bactérienne, gastro-intestinale et le sepsis, donc infection généralisée. Pour les infections, pour le sepsis, la porte d'entrée principale, c'est le cordon ombilical. Donc, si vous trouvez que l'ombilic, il n'a pas bonne tête, n'hésitez pas à désinfecter cet endroit-là. Bon, maintenant qu'on a passé cette étape critique des 8 semaines et qu'on a toujours nos chatons en vie et bien portants, en bonne santé, on va pouvoir enfin les vacciner. En contexte d'association, on fait souvent que les vaccins contre le typhus et le coryza. Et après, les adoptants choisissent ou pas de poursuivre avec la leucose en plus en fonction du mode de vie du chaton. Et pour le vaccin RCP, il y a un rappel à 12 et 16 semaines. Bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez en profiter pour les faire identifier également parce que c'est obligatoire avant la cession, avant l'adoption. Comme ça, ils sont tous en règle. Et donc, qui dit première visite vétérinaire dit première expérience du vétérinaire. On veut que ça se passe mieux possible pour les revoir plus tard. Et donc, voilà, n'hésitez pas à les habituer d'avance à la caisse de transport. Laissez toujours une caisse de transport à la maison pour qu'ils puissent dormir dedans, qu'ils aient toutes leurs odeurs. N'hésitez pas à utiliser des friandises parce qu'ils sont très sensibles des chatons aux friandises, notamment les sticks liquides, là, ils adorent. Vous pouvez utiliser ça pendant les injections et l'identification. Bien sûr, laissez explorer la pièce. Voilà. Enfin, vraiment, il faut que l'expérience soit agréable et puis tout se passera bien. Alors, j'en ai parlé un peu, enfin, vous avez vu les courbes assez terribles des 2 chatons que j'ai perdus. Donc là, c'est très personnel comme diapo, mais vraiment, si ça vous arrive de perdre un chaton, dites-vous que... Enfin, je vous connais, hein, les étudiants vétos, les vétos, on est parfois très durs envers nous-mêmes. Donc, restez bienveillants envers vous-même et surtout... dites-vous que vous avez fait de votre mieux, parce que c'est vraiment pas facile à gérer. C'est normal d'être triste aussi. Enfin, franchement, c'est frustrant, on est énervé, à la fois on est triste parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait et tout. Donc c'est ok de débriefer, de se remettre en question, mais vraiment faites attention à pas non plus vous auto-flageller. Vous avez fait de votre mieux et ces chatons, si vous n'avez pas trouvé, ils seraient peut-être morts tous la portée et vous avez peut-être encore des membres de la fratrie qui sont là, qui ont besoin de vous. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à faire des pauses parce qu'en vrai, le milieu de la protection animale, ça peut facilement
on peut facilement se sentir trop sollicité, c'est-à-dire que j'ai encore un chaton là, il n'y a personne qui peut le prendre, tu peux pas le prendre, ben non, je peux pas le prendre, là je suis pas prête. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, à dire non. Pareil, c'est pas une compétition entre toutes les familles d'accueil, j'en ai sauvé 15, lui il en a sauvé que 3. Non, on s'en fout. Vraiment, le but c'est de les faire grandir dans les meilleures conditions. Donc, si vous n'êtes pas prêt à en récupérer d'autres, ben, vous les récupérez pas. Et si vous voulez arrêter définitivement, vous pouvez aussi, mais vraiment, vous ne brûlez pas les ailes à faire ça. Il faut que ça reste quelque chose de motivant et que vous appréciez, parce que, mine de rien, s'occuper d'un chaton, ça reste un boulot assez colossal. Donc, voilà, prendre le temps de souffler, de faire des pauses, c'est super important. Et ça vous aidera forcément pour les suivants, parce que ça reste une expérience, donc on apprend toujours de ce genre d'expérience, parfois même plus que quand tout se passe bien. Alors maintenant qu'on n'a plus nos chatons, on va désinfecter un peu quand même le logement, surtout si vous voulez en récupérer d'autres. Donc après, ça va voilà, vous fiez à vos cours d'élevage, tout ça. Sanitaire peine, bon désinfectant d'éleveur. Parce que ces virucides, fongicides et bactéricides, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire un gros nettoyage de toutes les surfaces, tout le matériel aux savonneuses, ou enfin voilà, que sais-je, et ensuite appliquer le désinfectant, bien respecter les temps de pause pour que ça ait un vrai effet désinfectant, et rincer après. Donc ça, c'est en fonction des produits. Et vous pouvez aussi faire un vide sanitaire, donc pour éviter faut éviter de récupérer des chatons dans la foulée. Et donc ça dépend aussi de si les chatons étaient malades ou pas, en fonction de la durée. Voilà, 7 jours s'ils n'ont rien eu, 14 jours si vous avez repéré des maladies à suspicion infectieuse, et 3 semaines ou plus si, par exemple, vous avez un bon typhus là. Voilà. Je vous conseille des petites ressources si vous voulez creuser le sujet, parce que c'est passionnant. Kitten Lady, c'est vraiment la boss du game. Elle est américaine et elle a créé même sa fondation de chatons orphelins aux États-Unis. Elle a des centaines de vidéos sur la prise en charge du chaton qui sont très faciles à comprendre. C'est vraiment tout public. C'est incroyable. Et pour le coup, elle est vraiment en lien, par exemple, avec UC Davis, etc. Sa fondation, elle finance la recherche sur la néonate et le chaton. Donc, c'est super intéressant. Et vous avez aussi des webinaires plus axés veto sur le National Kitten Coalition. C'est en anglais, mais c'est aussi très sympa. Ils ont des thématiques. Mais c'est toujours à 1h du mat', donc bon, quand c'est en live, donc il vaut mieux regarder les replays. Voilà, merci de votre attention.